Hop Coaching, en fait, c'est l'offre de coaching 2.0. C'est-à-dire que tout le monde connaît le coaching sportif. Le coach, il vient à domicile, il fait une séance de sport. Et puis, il y a un suivi un petit peu autour qui dépend de la personne. Nous, chez Hop, on a voulu développer quelque chose de différent. Nous, on a préféré mettre en fait vraiment une équipe d'experts autour du bien-être de nos clients. Et donc Hop, c'est du coaching, une diététicienne avec laquelle on travaille, qui fait un rendez-vous avec chacun de nos clients, c'est obligatoire. Elle remet un programme alimentaire donc avec tous les menus, les recettes et la liste de courses, sachant que l'objectif des recettes, c'est qu'elles prennent un maximum de 15-20 minutes à préparer. En fait, chez Hop, on a créé en fait un tracker d'activité qui permet en fait tous les jours, nos clients ils vont remplir ce tracker. Et après, nous, on dit l'objectif, c'est d'aller vers ça. Voilà quelles sont les pistes que tu peux étudier pour pouvoir arriver à augmenter et aller vers cet objectif. Bonjour Léo. Bonjour Alexandre. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Enquête d'ambition, le podcast qui part à la découverte des ambitieux. Aujourd'hui, on va présenter ton parcours professionnel. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, on va présenter ta définition de l'ambition, comment tu peux l'appréhender. Alors, dans un premier temps, ce que j'aimerais bien, c'est que tu puisses te présenter toi, avec plaisir. Léo, et que ensuite, après, tu nous présentes ton parcours professionnel. Avec plaisir. Je m'appelle Léo Joulin, j'ai 31 ans, j'ai 2 enfants, je suis passionné de sport depuis que je suis tout petit. C'est d'ailleurs de là que m'est venue un peu la passion pour le coaching, pour la préparation physique et tout ce qui englobe la santé. Je suis à mon compte depuis maintenant 7 ans. J'adore ce que je fais, c'est une passion et un métier, et ça c'est une chance. Alors, ton parcours professionnel, du coup, tu as commencé, tu as toujours été dans le monde sportif, comment ça s'est passé ? Ça m'est venu tôt, puisqu'en 6e, je savais déjà ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être professeur de PS, donc c'était déjà en lien avec le sport. Il y avait déjà la fibre. Il y avait déjà la fibre. Arrivé au lycée, ça a encore évolué, je voulais être préparateur physique, qui à l'époque n'était pas encore un métier très reconnu, on n'en parlait pas encore autant que maintenant. Et arrivé à la fac, mon idée a encore changé, puisque je me suis rendu compte que les portes étaient très fermées au niveau de la préparation physique et qu'il fallait peut-être trouver une solution de secours, tout en essayant d'aller vers la préparation physique quand même. Et je me suis dit, pourquoi pas en parallèle faire du coaching sportif. Donc j'ai eu une licence en entraînement sportif, donc pour l'accompagnement des athlètes ou des équipes de haut niveau. J'ai une licence en management du sport. Et j'ai passé un diplôme universitaire en préparation physique, donc toujours pour aller dans cette voie de la performance et de l'excellence. Et en 2017, fin 2017, j'ai monté ma société de coaching à domicile, où j'ai commencé à coacher à domicile, j'ai commencé à coacher en salle. Et à 26 ans, j'ai eu la chance de réaliser mes 3 rêves. Donc j'ai été professeur de PS, préparateur physique d'une équipe de haut niveau, donc les Panthères de Fleury, et coach sportif. Ah oui, donc là, tu as fait le combo gagnant, quoi. J'ai réussi à atteindre les 3 objectifs que j'avais depuis la 6e, donc c'est plutôt très bien. Et c'est toujours le cas, ou maintenant, c'est plus qu'une des 3 ou 2 sur 3 ? En me développant dans mon activité, je me suis rendu compte que le fait d'être professeur de PS, c'était pas forcément ce que je voulais. Moi, je veux vraiment aller vers le haut niveau et exceller, ce qui n'est pas forcément l'objectif principal de l'éducation dans le PS. Donc je savais que c'était un métier qui avait une durée déterminée. La préparation physique, c'est quelque chose qui me plaît toujours, qui m'intéresse toujours. Mais j'ai plus l'envie de me déployer à 900% sur une activité, et la préparation physique demande 900% de son temps. Donc c'était plus dans mes désirs. Donc le coaching me correspond très bien. Je peux faire exceller mes clients, que ce soit dans une performance, mais surtout dans le développement de leur bien-être. On va revenir très très vite sur Hop Coaching, mais au niveau professeur de PS, tu avais quelle classe ? J'avais des premières et terminales en bac pro gestion administration. Ok, donc c'était quand même... alors oui, ils n'étaient pas forcément dans une optique sportive. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'était un peu mon objectif, c'est qu'on leur imposait, c'est qu'elles étaient déjà souvent sur une reconversion professionnelle. Donc moi, j'avais le même âge, voire j'étais plus jeune que les élèves que j'avais en face de moi. Ah, c'est pas forcément évident, ça. Ça se passait bien, le contact se passait bien, et j'ai essayé, tout comme je continue de le faire en fait dans mes différentes
forme de métier, de m'adapter à la cible que j'avais. Et donc, en fait, je suis un peu sorti du côté professorat pour m'orienter plutôt sur le fait que c'était important qu'elle fasse une pratique sportive. Et le but, c'était plutôt qu'elle passe un bon moment tout en oubliant le côté notation et je viens juste pour avoir une note et puis j'ai une bonne excuse pour pas faire la séance de sport, mais du coup, je peux rien dire, quoi. Alors, une fois que tu as réussi à faire ces 3 activités, tu t'es reconcentré ensuite sur l'activité de coaching. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Hop Coaching? Donc, Hop Coaching, c'est H-O-P, plus loin, coaching. C'est ça. Donc Hop Coaching, c'est né en fin décembre 2023 et début janvier 2024. Donc, c'est tout récent. C'est tout récent. On a commencé à vendre nos premières séances. Hop Coaching, en fait, c'est l'offre de coaching 2.0. C'est-à-dire que tout le monde connaît le coaching sportif. Le coach, il vient à domicile, il fait une séance de sport. Et puis, il y a un suivi un petit peu autour qui dépend de la personne. Nous, chez Hop, on a voulu développer quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'évidemment, on retrouve notre offre coaching avec le coach qui se déplace au domicile de nos clients sur les horaires qu'ils souhaitent. Et grâce à notre équipe de 7 coachs, on peut répondre à tous les besoins. Mais en plus, on a voulu avoir un accompagnement supplémentaire. C'est-à-dire que tous les coachs vendent des programmes alimentaires qu'ils bidouillent un peu eux-mêmes de leur côté ou alors qu'ils ont acheté sur une plateforme, mais ils n'ont pas le droit d'y toucher. C'est la législation, on n'a pas le droit de vendre un programme alimentaire quand on est coach sportif, à part si on l'a acheté. Nous, on a préféré mettre en fait vraiment une équipe d'experts autour du bien-être de nos clients. Et donc, hop, c'est du coaching, une diététicienne avec laquelle on travaille, qui fait un rendez-vous avec chacun de nos clients, c'est obligatoire, qui remet un programme à nos clients. Ouais, donc un rendez-vous de démarrage. Un rendez-vous de démarrage, voilà, pour faire un point sur quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent actuellement. Elle remet un programme alimentaire donc avec tous les menus, les recettes et la liste de courses, sachant que l'objectif des recettes, c'est qu'elles prennent un maximum de 15-20 minutes à préparer. La liste de courses, c'est encore une fois pour aller dans le sens de l'efficacité et pour que nos clients ils ne perdent pas de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils doivent acheter aux courses. Et on a voulu se différencier sur un autre point, puisque moi, de mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que oui, j'ai vendu des programmes alimentaires que j'avais achetés sur des formations à des clients qui fonctionnent. D'accord ? Oui, c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que vraiment ça fonctionne, ça? Ça peut fonctionner, après ça dépend Après, du c'est programme. comment la personne aussi, après, est-ce qu'elle le met bien en application? Est-ce qu'elle a l'activité sportive qui va ensuite? Voilà, après exactement. C'est un tout. En fait, aller vers un bien-être, que ce soit perdre du poids, que ce soit devenir en meilleure forme, que ce soit performer dans un sport ou dans une activité physique, c'est le sport, d'accord, évidemment, c'est la nutrition. Et nous, on a voulu se différencier encore plus parce qu'il y a des points qui sont trop souvent négligés, qui sont le sommeil, Oui. qui sont l'hydratation et qui sont le niveau d'activité. Ça veut dire que moi, j'ai eu l'habitude d'accompagner des clients qui, du coup, mangeaient correctement vu que je leur fournissais un programme. Même s'il n'était pas top, je leur fournissais un programme. Ils faisaient du sport puisque c'était avec moi, donc ça, j'avais pas de doute. Mais par contre, à côté, ils marchaient 2000 pas dans la journée et ils dormaient 5 heures quand ils avaient le temps. Quand ils trouvaient un moment pour se reposer. Et ça, la problématique, c'est qu'on ne pouvait pas le quantifier. Je ne pouvais pas le quantifier. Je disais à la personne, tu dors pas suffisamment, tu bois pas suffisamment d'eau ou tu marches pas suffisamment. Mais il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de data pour venir appuyer mes arguments et donc pouvoir améliorer ça. Il y a ce bien-être qui est important, mais il y a peut-être aussi l'aspect. Je transgresse peut-être au niveau des questions, mais il y a aussi l'aspect mental. Est-ce que la personne, dans sa tête, tout va bien? Enfin, je pense que on en reparlera plus tard, mais le bien-être de soi et du coup le niveau de poids, la courbe de poids, elle est aussi reliée par rapport à la santé mentale. Si on va bien, si on va mal, des fois ça y joue. Évidemment que le stress va avoir un impact sur les hormones, sur la prise de poids, la perte de poids. Après, nous, on essaie l'aspect mental est vraiment une particularité. C'est-à-dire que la préparation mentale, c'est une discipline à part entière. Même si nous, nos coachs, même si moi, j'ai des bases par rapport à ça, c'est pas ma spécificité. Et nous, chez Hop, on veut vendre que des choses dont on est expert. Okay, donc là, vous êtes spécialisé sur ce que vous savez Exactement. faire. Voilà. Okay. Exactement. Et donc, pour en revenir au niveau des datas, donc, la problématique que je rencontrais et que tous les coachs peuvent rencontrer, c'est oui, on sait que nos clients, ils ne boivent pas suffisamment d'eau, ils ne dorment pas suffisamment, ils ne marchent pas suffisamment. Mais par contre, on n'a pas de data à mettre en avant pour les mettre devant le fait accompli. Oui, y a pas de donc données, nous, en fait, chez Hop, on a créé en fait un tracker d'activité qui permet, en fait, tous les jours, nos clients, ils vont remplir ce tracker. Ça leur prend 30 secondes. On est toujours dans une optimisation du temps de nos clients. Ils vont remplir combien de pas ils ont fait, combien de litres d'eau ils ont bu dans la journée,
combien d'heures de sommeil ils ont eu. Et en fait, ça va nous permettre de sortir à la fin du mois un PDF, un petit retour bilan, comme peut faire Spotify, par exemple. D'accord. Avec, vous avez marché tant de pas par jour en moyenne ce mois-ci, Ça vous avez récap. bu tant de litres d'eau. Et après, nous, on dit, l'objectif, c'est d'aller vers ça. Voilà quelles sont les pistes que tu peux étudier pour pouvoir arriver à augmenter et aller vers cet objectif. Ces datas, c'est sous forme d'application. Comment ça se passe pour l'utilisateur? Alors pour l'instant, on n'a pas développé l'application. Pour des questions de technique, c'est un peu compliqué pour l'instant de développer l'application. En fait, c'est sous forme de questionnaire. On a mis en place un mailing à l'heure qui correspond au client. C'est-à-dire que ça peut être à n'importe quel moment de la journée, surtout le soir. La personne reçoit un mail avec un lien. Elle a juste à cliquer sur le lien. Il y a la liste de questions qui déroule, donc c'est 6 questions. Ça prend 30 secondes à remplir. Et nous, après, on récupère toute la data et on la traite tous les mois pour pouvoir envoyer un récapitulatif complet. D'accord. Et les gens jouent le jeu, je suppose. Les gens jouent le jeu et c'est surtout que C'est dans nous, leur on intérêt, de a toute une façon. vraie corrélation entre les gens qui jouent le jeu et leurs résultats et les gens qui jouent moins le jeu et leurs résultats. Oui. C'est-à-dire que les personnes qui jouent vraiment le jeu, on sent qu'au niveau des résultats, Ils le voient. c'est beaucoup plus efficace et C'est beaucoup plus rapide qu'une personne qui ne joue pas le jeu. Et oui, on peut appuyer dessus en disant, effectivement, là, vous voyez bien, les résultats ne sont pas à la hauteur de votre espérance, mais on peut voir, notamment, vous n'êtes pas assez hydraté, vous dormez Voilà. pas assez. Et puis au-delà de voir la data, on a aussi le nombre de fois où ils remplissent le tracker dans le Oui, mois. oui. Si le tracker elle est rempli qu'une fois tous les 5 jours ou qu'il est rempli Oui, si c'est pas 7 assidu. fois d'un coup, parce que Ouais. c'est aussi possible, on se rend compte que la personne n'est pas autant investie dans son objectif qu'elle pourrait l'être. Donc du coup, moi ce que j'aimerais bien revenir un peu en arrière, cette idée d'être dans le sport déjà, dans un premier temps, tu me disais que tu l'avais eu en 6e, c'est ça? C'est ça. Même avant, j'ai toujours été dans le Ouais, voilà. sport. Pourquoi le monde du sport t'attire autant? Qu'est-ce que ça représente pour toi le sport? J'ai toujours été dans le sport. J'ai commencé le sport à 4 ans par le basket. Et après, j'ai fait du judo, de la natation, de l'athlétisme, toujours en continuant le basket, qui a été le fil rouge jusqu'à il y a encore 5 ans. J'ai jamais joué à haut niveau, j'ai toujours joué à un bon niveau, un niveau correct. Je me suis toujours investi dans ce que je faisais et ça m'a toujours développé l'esprit d'équipe, le côté compétition, puisque même si on amène à dire qu'il ne faut pas toujours voir par la compétition, la vie reste une compétition. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on va être mis en compétition. Pierre face de à quelqu'un d'autre. Coubertin, ok, mais pas. C'est normal, effectivement. À ses limites. Voilà. Faut apprendre aux jeunes à pas être toujours dans la compétition, mais la compétition fait partie de la vie, fait partie du sport et on est obligé d'évoluer avec. Et donc moi j'ai été un peu bercé dans ça puisque j'ai toujours pratiqué du sport. Ta famille aussi? Oui. J'ai mon papa qui m'a toujours montré du sport à la télé, mes parents m'ont toujours accompagné sur les événements et m'ont toujours encouragé du coup à continuer dans le sport. Donc c'est aussi pour ça sûrement que j'ai tenu de mes 4 ans à maintenant dans la pratique, quoi. Alors, on remonte, on va progresser dans le temps. Tu as eu cette idée, donc là, le sport, c'est quelque chose qui te nourrit, c'est chevillé au corps. Pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Parce que voilà, effectivement, bon, tu l'avais un petit peu expliqué, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus en détail. Tu voulais être professeur, tu as été professeur, mais pourquoi réellement le monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça t'évoque? Tu parlais de compétition, donc Ouais. ça c'en est une. Hein, C'est une compétition, donc j'ai ce côté compétition avec moi-même, compétition avec les autres aussi, parce que je veux être la meilleure version de moi-même en termes d'entrepreneur, mais je veux être meilleur que les autres coachs, je veux être meilleur que les autres boîtes de coaching. Ça, c'est quelque chose qui m'anime aussi. Ce qui m'a fait me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai jamais aimé l'autorité. Alors, est-ce que je l'ai vraiment jamais aimé ou est-ce que je me suis toujours mis en tête que je n'aimais pas l'autorité? Ah oui, c'est bon, effectivement. Et donc, je me suis dit, est-ce que être son propre patron, ce serait pas une bonne nouvelle? Enfin, ce serait pas une bonne idée surtout. Donc, je me suis lancé directement. Et pour la petite anecdote, par exemple, j'avais le BAFA, j'ai le BAFA, donc j'ai fait du centre aéré pendant les étés. Et c'était la directrice qui faisait l'entretien et elle m'avait posé la question t'es plutôt leader ou suiveur? Et donc j'avais dit je suis plutôt leader. Et elle m'avait dit mais du coup si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, et je lui avais dit les gens sont d'accord avec moi. Et elle m'avait posé la question mais comment ça se passe si la personne n'est pas d'accord? Je dis globalement je vais
je vais pas me braquer, on va aller dans l'échange, mais je vais faire en sorte que la personne soit d'accord avec moi. Et en fait, ça s'est retrouvé que je peux suivre quelqu'un. Si c'est quelqu'un en qui je crois, si c'est quelqu'un qui est cohérent dans ses choix, qu'on a la même vision, je peux très bien suivre et ne pas forcément être son patron, ça ne me pose pas de problème. Par contre, à partir du moment où je vais avoir un désaccord avec la personne qui va me diriger, et ben après, je vais avoir tendance à essayer de prendre sa place et de la manger. Et donc, je me suis dit que ça ne pouvait pas être viable dans une entreprise parce que ça avait des limites. Et donc, je me suis retrouvé à mon compte et ça me va très bien. Et quand tu n'es pas d'accord avec toi-même? Ben, je me remets en question. Je me remets en question. C'est pas toujours facile. Ça fait partie du métier d'entrepreneur de se remettre en question en permanence. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire au début. Je pense comme à peu près toute personne qui se lance. Je me suis dit que mes choix étaient les meilleurs, que ce que je mettais en place c'était le mieux pour moi, c'était le mieux pour les gens. Et bah, à partir du moment où on se rend compte que bah non, on n'a pas de clients, c'est difficile. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas je mets une photo sur les réseaux sociaux et je vais devenir coach et je vais être la star. Ça serait si c'était aussi simple. Exactement. Mais du coup, c'est un peu, c'est un coup dur au début. Faut se remettre en question, faut voir qu'est-ce qui n'a pas été, et puis après essayer de remettre en place les bonnes pratiques pour aller de l'avant, quoi. Et pour rien au monde, tu quitterais le monde de l'entrepreneuriat actuellement? Non. Je pense que il y a aucun salaire ou challenge qui pourrait me renvoyer vers le salariat. Je n'ai jamais été salarié. J'ai déjà été salarié sur des jobs d'été, mais j'ai jamais travaillé. J'ai jamais eu un CDD ou un CDI. Enfin, CDD si sur des périodes estivales, mais j'ai jamais été en CDI dans une société. C'est pas quelque chose qui m'attire. Et je le ferai pour rien au monde. J'aime beaucoup trop le côté entrepreneuriat, que ce soit dans le coaching. Peut-être que ça sera dans quelque chose d'autre un autre jour, mais c'est vraiment ce qui m'anime. C'est que ton bureau est toujours différent. Exactement. C'est en plein air. Exactement. Alors, ça peut être en salle aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est jamais la routine. Non, non. Et puis même, ça ne peut pas être en salle. Chez Hop, on ne peut pas faire de coaching en salle. C'est vraiment du coaching à domicile. Ok. Alors justement, on va repartir sur Hop. Alors c'est quoi l'ambition de Hop Coaching avec cette solution? Hop, la grosse différence que j'ai avec quand j'étais tout seul et que j'avais pas forcément d'outils pour travailler, c'est que je voyais que mes clients étaient mieux. Ils me disaient qu'ils allaient mieux, mais on n'avait pas toute la data pour se baser dessus et on ne pouvait pas forcément le mettre en avant. Là, avec Hop et toute la data qu'on a réussi à récolter, on se rend compte qu'en fait, 100% des clients ont atteint un objectif. Pas forcément l'objectif qui se fixait, parce que l'objectif qui se fixe n'est pas forcément le bon et ils ne sont pas toujours prêts à l'atteindre, mais ils ont toujours atteint un objectif. Ils vont mieux, ils se sentent plus en forme, ils prennent confiance en eux, ils ont perdu du poids, ils sont beaucoup plus performants au travail, et ça c'est un point très important, et c'est d'ailleurs notre point fort, c'est-à-dire qu'en gros, en moyenne, on peut estimer à 30% l'optimisation de leurs tâches au niveau du travail. Ouais, ça a un vrai impact. Ouais, ça a un vrai impact. Donc maintenant qu'on sait que ça fonctionne, nous, notre objectif, c'est de devenir un peu le leader du marché du coaching sur Orléans dans un premier temps, du coaching à domicile, bien évidemment. Et puis, si ça fonctionne et qu'on voit que le concept plaît, que les gens atteignent leurs résultats, essayer de toucher un maximum de personnes et puis d'essayer de booster un maximum de personnes. Ton profil client, c'est quoi? Il n'y a pas de... C'est celui qui va me dire j'ai pas le temps. Le client idéal, il me dit qu'il n'a pas le temps. Ah, je suis désolé Léo, j'ai pas le temps. Mais pas le temps pourquoi? J'ai pas le temps, j'ai trop de travail, un chef d'entreprise, un cadre supérieur. C'est la personne qui n'a pas le temps. Parce que nous, on met le coaching sur un créneau qui les arrange. Ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être chez eux au moment où ils sont. Du midi, à la pause du midi, le soir, le matin, le samedi, on a toutes ces propositions-là. Vous avez cette flexibilité. Exactement. Nos coachs ont cette flexibilité. C'est à la carte. C'est à la carte. Notre diététicienne, le rendez-vous, il est à distance. Donc, il n'y a pas besoin de se déplacer. Ça prend 45 minutes, 1 heure en visio. Ça peut même prendre une demi-heure si vraiment la personne nous dit qu'elle n'a pas le temps. Le programme alimentaire, il y a toutes les recettes, il y a la liste de courses et les recettes prennent 15 minutes à préparer. Donc, c'est pareil. Encore une fois, on ne peut pas dire j'ai pas le temps. Ça va plus vite que de commander Uber Eats. Ils ont une excuse pour te dire après qu'ils n'ont pas le temps. Exactement. Ça va plus vite que Uber Eats. Donc, nous c'est nos clients idéal, il n'a pas le temps. Là, le sport, tu disais ça tout à l'heure que ça avait un impact sur la qualité du travail. Et même au-delà du travail, enfin, c'est le sport. Moi, je sais que je faisais très peu de sport quand j'étais plus jeune. Le sport, pour moi, alors contrairement à toi, moi, je voyais le sport, je disais, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je détestais ça. Je ne voyais pas l'intérêt du sport. Il y avait une seule activité, c'était le badminton. Ça, c'est la seule chose que... C'est un sport. C'est un sport. C'était le seul sport que je trouvais intéressant. Et en plus, j'ai eu une grosse perte de poids. Sans activité sportive
qui du coup m'a conforté dans le sens que je n'avais pas Pas besoin besoin de faire du sport. de faire du sport pour perdre du poids. J'ai repris tout ce que j'avais perdu. Mhm. Et là, bien évidemment, il a fallu trouver une solution parce que bon, j'étais quand même à un niveau de charge pondérale un petit peu Ouais. conséquent. Et là, le sport est devenu pour moi une révélation. Alors, j'en fais pas non plus de manière intensive, C'est pas grave. mais toutes les semaines, natation, musculation, tennis, enfin, j'essaye un petit peu de varier les plaisirs. Et je me suis vraiment rendu compte que, au-delà de l'activité professionnelle où il y avait un impact, il y a un impact au niveau du mental. Ça m'a permis de me calmer. On le sait très bien qu'à chaque fois qu'on fait une activité sportive, il y a de la sécrétion d'une certaine... Alors, tu vas peut-être plus me le dire que moi, mais il y a une sensation de plaisir, de Oui, récompense. bien après. sûr, il y a des hormones du bonheur qui viennent se libérer et Voilà. donc qui font qu'on se sent mieux après une séance de sport, évidemment. Et donc voilà, ce que je voulais en venir, c'est que au-delà du travail, ça a vraiment un impact, le sport, sur la vie de tous les jours. Et je pense que la vie personnelle, la vie de couple, la vie avec les enfants, il faut faire du sport. Il faut vraiment faire du sport. Alors, nous le sport chez Hop, on a une façon de le penser bien particulière. C'est-à-dire que tu me disais, moi, je fais pas du sport de manière intensive. Le plus important, c'est pas de le faire de manière intensive, c'est de faire du sport. C'est-à-dire que dans notre façon de faire du coaching, le coaching n'a pas besoin d'être difficile. La personne n'a pas besoin d'être mise en difficulté à chaque séance, n'a des fois jamais besoin d'être mis en difficulté. Si la personne ne supporte pas ça, ne veut pas ça, ça ne sert à rien d'aller chercher ça. Oui, parce que c'est vrai que souvent on se dit, mais c'est quand tu souffres que tu vois que tes muscles sont en train de Non. travailler. Non, parce que moi, je me suis rendu compte aussi par expérience que les clients que j'allais accompagner de manière très intensive sur 2 ou 3 mois avec des séances qui sont très difficiles, et ben oui, ils atteignent leurs objectifs, mais par contre, après, ils arrêtent. Ouais. Pourquoi ils arrêtent? Parce que c'est difficile mentalement. Quand on est un peu fatigué, qu'on a mal dormi, qu'on est un peu plus stressé, se faire taper dessus le soir Se faire violence, ouais. ou dans la journée, c'est pas forcément agréable. Il y a des gens qui apprécient ça, d'accord? Et on peut répondre à ça, évidemment. Si une personne elle est demandeuse de faire des séances très difficiles, on peut répondre à ça. Mais 90% de nos clients ont fait des séances qui sont adaptées à ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire qu'on va faire des exercices qu'ils préfèrent faire. S'ils préfèrent faire du cardio, on va plutôt faire du cardio. S'ils préfèrent faire du renfo, on va plutôt faire du renfo. Ce qui fait qu'ils sont contents de faire la séance. Ils passent un bon moment. À la fin de la séance, ils sont contents d'avoir fait cette séance-là. Et du coup, dans le temps, ils vont inscrire le sport de manière durable. Et ça, c'est le plus intéressant. Il vaut mieux faire toute sa vie régulièrement du sport de manière douce que faire 3 mois intensifs, 3 mois de coupure, 3 mois intensifs, 3 mois de coupure. Oui, c'est pas constructif. Exactement. La durée des séances, c'est combien de temps? Entre 45 minutes et 1h15. En fait, en termes de sport, ça va être 45 minutes à peu près d'exercice. Après, s'il n'y a pas forcément besoin d'échanger parce qu'il y a un timing serré à respecter ou parce qu'il n'y a pas de besoin particulier sur cette séance, 45 minutes, ça peut se faire. Si la personne a besoin d'échanger, s'il y a besoin de faire les mensurations, s'il y a besoin de faire des tests physiques, ça peut prendre 1h15, on n'est pas à la minute près. Alors, au niveau on a parlé de l'ambition de Hop Coaching, mais ce que j'aimerais savoir, c'est ta définition, toi, de l'ambition. Comment tu vois l'ambition? L'ambition, on parle souvent, on va l'associer à des objectifs, d'accord, se fixer des objectifs. On parle beaucoup des objectifs SMART, d'accord, qu'on va pouvoir atteindre, qui vont avoir une temporalité, des choses comme ça. Pour moi, l'ambition, ça va aller être chercher les ambitions qui sont les objectifs qui ne sont pas forcément SMART. C'est-à-dire les objectifs qui vont être sur du plus long terme, qui vont être à première vue pas forcément réalisables, mais qu'on va se donner les moyens quand même d'aller essayer de chercher. Et pour moi, avoir de l'ambition, oui, c'est... Ça te fait comme une ligne droite où du coup tu as cet objectif lointain et du coup tu step by step, quoi. Atteindre un objectif SMART, c'est ambitieux, d'accord, c'est une partie de l'ambition. Mais si l'objectif il est SMART, c'est qu'il est atteignable. Et donc s'il est atteignable, ça veut dire qu'il est ambitieux modérément. Pour moi, l'ambition, ça va être d'aller chercher quelque chose qui n'est pas forcément modéré, qui n'est pas forcément atteignable. Mais c'est se fixer cet objectif-là qui est plus grand que SMART. Et après, à l'intérieur de cet objectif-là, oui, on peut mettre en place des objectifs SMART et aller chercher des objectifs au fur et à mesure de cette progression. C'est comme un escalier. Exactement. Mais le problème, on a la porte finale et puis on a des petits niveaux
Et les marches pourraient être considérées comme des objectifs SMART. Et Mais si on parle d'un escalier, pour moi, l'ambition, ça va être essayer de chercher la porte Ouais. qu'on ne voit pas au bout de l'escalier. Il y a l'escalier, mais l'escalier, il arrive dans les nuages et on ne sait pas où est-ce que ça va et la porte est encore derrière. Et peut-être qu'on ouvre la porte et on a encore un autre. Peut-être qu'il y en a encore un autre et peut-être que la porte, on ne l'atteindra pas. Et voilà. Mais c'est pas grave en soi. Mais si on a tout fait pour essayer de l'ouvrir, c'est le principal. Et justement, est-ce que tu penses que tout le monde est ambitieux? Est-ce que c'est à portée de tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être sans ambition pour toi? Je pense que tout le monde est ambitieux. Après, c'est que l'ambition, la définition de l'ambition, elle va pas être la même pour tout le monde. Et c'est surtout que l'objectif inatteignable ne va pas être le même pour tout le monde. Peut-être que on va toujours rester sur la métaphore de l'escalier, on a commencé sur ça. Peut-être que la porte qui est derrière un nuage pour moi, bah, ça va être la porte du voisin pour quelqu'un d'autre. Et à l'inverse, peut-être qu'il y a des gens pour qui, moi, leur objectif, il me semble très facile et pas très ambitieux, alors que peut-être que pour eux, c'est déjà quelque chose de grand. Mais ça va dépendre un peu de la personnalité de la personne. À partir du moment où les objectifs ne sont pas les mêmes, c'est difficile de dire à une personne qu'elle n'est pas ambitieuse. Elle est ambitieuse par rapport à elle, ce qu'elle est capable de faire, par rapport à sa personnalité, par rapport à ses choix de vie, par rapport à comment elle veut se développer aussi. Et puis l'ambition, ça peut très bien être dans le cadre personnel et pas forcément dans le cadre professionnel. Exactement. Et on peut très bien avoir deux, une ambition perso et l'ambition pro. Les deux peuvent très bien coexister ensemble. Est-ce que tu penses qu'il y a un parallèle entre les personnes ambitieuses et leurs habitudes sportives? Oui, j'en suis persuadé à 1000%. Et je pense qu'une personne très ambitieuse, qui se dit très ambitieuse, si elle ne met pas en place une pratique, je vais dire sportive, mais surtout une pratique bien-être, parce que c'est pas que le sport. C'est-à-dire que même si la personne a fait du sport, mais qu'à côté, elle dort 3 heures, elle boit régulièrement de l'alcool, elle ne fait pas attention à ce qu'elle mange, il va quand même y avoir un frein. Mais je pense que toute personne qui se veut très ambitieuse doit passer par une mise en place et par un protocole bien-être si elle veut exceller. Parce que le problème, c'est que si elle ne met pas ce protocole en place, il y a forcément à un moment donné quelque chose qui va la freiner vers ses objectifs qui sont pour elle très grands. Et ce frein, ça peut être le corps. Ça peut être physiquement, on peut plus avancer parce qu'on est trop fatigué, parce que notre corps il nous dit non. Et puis de toute façon, parce que c'est chronophage de toute façon, l'ambition aussi quand on veut créer quelque chose. Alors là, on va parler plus professionnellement, mais c'est quelque chose qui est chronophage, où on ne cesse d'y penser. Et c'est effectivement, si le corps, il est impacté fatalement, on en parlait tout à l'heure avec la santé mentale, il faut aussi que le corps soit dans un bien-être pour que le mental y soit aussi et que ça puisse nous aider dans notre projet ambitieux. Oui, j'ai une cliente que je voyais encore hier et c'est vraiment elle qui m'a fait avoir un véritable déclic sur le fait d'être de la performance au travail grâce à l'activité physique. Elle arrive à chiffrer un petit peu, à quantifier sa charge de travail et en fait elle a visualisé sur un espèce de graphique qu'elle était beaucoup plus productive quand on se voyait dans la journée et le lendemain que quand on faisait une pause d'une semaine parce que j'étais en congé ou parce que pour X raison on n'arrivait pas à caler de séance. Et en fait, elle se rend compte que si elle ne fait pas de sport, c'est moins une tueuse dans ses affaires. Elle va pas aller chercher le truc en plus qui fait qu'elle a pas la niaque. Elle a moins la niaque, elle va moins se différencier, elle est plus fatiguée. Et donc en fait, le fait de faire du sport va pas faire qu'elle travaille plus dans la journée, mais qu'elle est beaucoup plus efficace dans ce qu'elle fait. Et son cerveau, il est elle me dit qu'elle voit plus clair dans ce qu'elle fait. Ça veut dire que ça lui permet de faire un tri, ça lui permet d'évacuer un petit peu toutes les frustrations, tout le stress, et donc de faire un ménage et d'avoir vraiment que l'essentiel dans... Et justement, je rebondis par rapport aux horaires que vous adaptez. Est-ce que vous avez calculé, parce que tu me disais que cette cliente disait qu'elle était plus productive dans la journée, c'est plus intéressant de faire des sessions le matin que en fin de journée, s'il y a des clients qui vous disent moi de toute façon c'est pas avant 17h30 ou 18h parce que je finis ma journée, est-ce que vous pouvez les conseiller en disant si vous voulez être plus productif dans votre journée de boulot, si c'est plus adapté, ce serait plus simple de faire ça en matinée, je sais pas, vous avez regardé ça? Alors ça dépend énormément de la personne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être du matin, il y a des personnes qui vont être plutôt du midi, il y en a qui vont être plutôt du soir en fonction de ce qu'ils ont toujours pratiqué et en fonction de leurs préférences. Après, moi, avec l'expérience, je me rends compte que les séances qui sont faites le matin ou le midi
sont quand même plus efficaces, sont quand même plus intensives, la personne est plus dedans que les séances qui sont faites trop tard. Et ça marche aussi pour le matin, c'est-à-dire que les séances qui sont très tôt, si la personne ne se lève pas suffisamment tôt par rapport à la séance, on sent que le corps n'est pas encore en pleine capacité. Il n'est pas réveillé, ouais. Et que la séance, elle n'est pas forcément la plus optimale possible. Le soir, c'est pareil. Le soir, on a une journée de travail. Si la journée de travail, elle s'est très mal passée, peut-être que la séance va être trop difficile. Peut-être que la séance, on va devoir l'adapter complètement par rapport à ce qu'on avait prévu. Peut-être que la séance, elle va être annulée aussi. Il y a beaucoup plus d'annulations le soir parce qu'il y a une réunion qui dure trop longtemps, parce qu'il y a un problème au bureau et il faut rester, parce qu'il s'est passé une journée tellement catastrophique que le soir, on n'a pas du tout envie de faire une séance. Et pourtant, des fois, ça serait salutaire. Ça sera forcément pas négatif, mais c'est difficile après une grosse journée de travail de se dire faut absolument que je fasse la séance de sport. Donc, pour être un bon dirigeant, le sport est nécessaire. Oui, que ce soit pour le dirigeant comme pour ses équipes. On le voit de plus en plus d'ailleurs dans les entreprises. Le sport commence à faire ça fait un moment maintenant, mais on commence à en parler beaucoup plus, on commence à mettre en place plus de pratiques. Après, je pense que maintenant, il va falloir aussi pousser plus le sport. Très bien, c'est un des piliers, mais il faut aussi penser à l'alimentation, à l'hydratation et au sommeil. C'est toutes ces choses-là qui étaient laissées aller de toute façon. Exactement. En fait, je pense qu'il faut vraiment prendre le bien-être dans son ensemble. Oui, le sport, c'est hyper important et c'est un des piliers, mais il y en a d'autres. Et pour moi, c'est pour ça qu'il faut tous les traiter. Si on en traite qu'un, les trois autres, ils vont faire défaut. Et donc, il va forcément y avoir un manque quelque part ou alors un frein quelque part. Au niveau de l'ambition, si on revient sur l'ambition, est-ce que les échecs sont constructifs ? 100%. 100%. Parce que là, ça rejoint avec le sport, de toute façon. Exactement. S'il n'y a pas d'échec, à aucun moment on se remet en question. Et donc, si on ne se remet pas en question, on ne va pas pouvoir améliorer les choses qui ne vont pas. Donc, pour moi, on est obligé de passer à un moment donné par un échec pour pouvoir corriger quelque chose, pour pouvoir amener quelque chose. 100% de mes clients, ils nous ont appelés parce qu'ils ont un échec sur quelque chose. Ils sont trop fatigués, ils ont des problèmes de dos récurrents, ils ont des problèmes de genoux, ils sentent qu'ils deviennent sédentaires. Donc ça, c'est un échec. Et comme ils l'ont réalisé, en fait, ils ont franchi le cap à essayer d'améliorer leur hygiène de vie. Et donc, nous, on est intervenus. Et depuis, ils sentent un résultat quand même significatif. Très important. Comment on peut vous trouver sur Internet ? Alors, on est présent sur les réseaux, Instagram, Hop Coaching, sur Facebook, donc soit sur ma page perso Léo Joulin Coaching, ou alors il y a la page aussi, il y a la page Facebook Hop qui existe, h.o.p. On n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on fait pour trouver. On est visible aussi sur LinkedIn via mon profil perso Léo Joulin, et on a un site internet, donc hopcoaching.fr. Eh bien, merci beaucoup Léo. Merci à toi Alexandre.